On parle souvent de ce que l'on a gagné avec le progrès. Mais que dire de ce que nous avons perdu? Ces enseignes qui fleurissaient dans les quartiers, ces rayons où chaque produit avait une âme, ont aujourd'hui disparu, emportant avec eux une partie de notre quotidien. Bienvenue dans ce voyage dans le temps à la redécouverte de ces temples de la consommation qui ont marqué la France des années 60 aux années 80. Leur nom résonne encore dans la tête de millions de Français pris uniques, Mammouth Continent. Ces enseignes incarnaient la modernité, la proximité et une certaine idée du confort simple. Pour beaucoup d'entre nous, ces noms évoquent de bien plus que de simples lieux d'achat. Ils rappellent des souvenirs d'enfance, des moments en famille, l'excitation des fêtes de fin d'année ou simplement le rituel hebdomadaire des courses. Ces magasins faisaient la partie intégrante du paysage français, aussi familier que le bureau de poste ou l'école communale. Cette nostalgie n'est pas anodine, elle témoigne d'une époque où faire ses courses n'était pas qu'une nécessité mais une expérience sociale et sensorielle complète. Une époque où chaque enseigne avait sa personnalité, son ambiance particulière, son architecture reconnaissable entre mille. À la fin des années 50, les premiers supermarchés apparaissent en France. Un bouleversement dans un pays encore très attaché à ses commerces de quartier, la France sort tout juste des restrictions de l'après-guerre. L'abondance devient possible et avec elle, de nouvelles manières de consommer. La ménagère française découvre alors un concept révolutionnaire, pouvoir choisir librement ses produits, les prendre en main avant de les acheter, comparer les prix affichés. Cette liberté nouvelle s'accompagne d'un sentiment grisant, celui d'avoir accès à tout, ou presque, sous un même toit. Le supermarché devient rapidement le symbole d'une France qui se modernise. Les 30 glorieuses battent leur plein et le pouvoir d'achat augmente. Les Français s'équipent, découvrent de nouveaux produits, de nouvelles marques. La consommation n'est plus un luxe, mais un droit. Et dans cette révolution tranquille, certaines enseignes vont jouer un rôle déterminant. Parmi ces pionniers, impossible de ne pas évoquer Prise Unique. Bien plus qu'un simple magasin, Prise Unique incarne une époque, celle du confort populaire, du choix et de l'esthétique. On y trouvait tout, à petit prix, avec une véritable identité visuelle. Fondée en 1931, c'est dans les années 60 que l'enseigne connaît son âge d'or. Implantée principalement dans les centres-villes, elle propose une offre variée alimentation, textile, objets pour la maison. Ce qui distinguait Prise Unique, c'était son sens aigu du design. Les emballages, les présentoirs, jusqu'au sac en papier craft orné du logo si caractéristique, tout était pensé pour créer une expérience cohérente. Des créateurs de renom collaboraient même avec l'enseigne pour proposer des collections de vaisselle, de linge de maison ou de petits meubles accessibles à tous. Le slogan « Le beau au prix du lait » résumait parfaitement cette philosophie, une démocratisation du goût qui a profondément marqué l'esthétique quotidienne des foyers français. Entrer dans un Prise Unique, c'était pénétrer dans un univers à part, l'odeur caractéristique mêlant celle du café fraîchement moulu, des produits d'entretien et du papier neuf, les sols en carrelage brillant où résonnaient les pas, les vendeuses en blouse rose qui connaissaient les habitués. Prise Unique, c'était le luxe accessible, la beauté fonctionnelle à portée de tous. Si Prise Unique incarnait l'élégance populaire, Mammouth représentait la puissance et l'abondance. Mammouth écrase les prix, un slogan resté culte, accompagné de cette mascotte préhistorique qui martelait les écrans de télévision. Derrière cette communication efficace se cachait une enseigne massive, familiale, où tout semblait possible: électroménager, alimentation, vêtements, jouets, articles de sport. Les magasins Mammouth, principalement implantés en périphérie des villes moyennes, étaient reconnaissables à leur architecture imposante et leur parking immense. Pour beaucoup de Français, surtout dans les zones rurales ou semi-urbaines, la visite mensuelle à Mammouth constituait un véritable événement. On s'y rendait en voiture, en famille, pour faire le plein de provisions et découvrir les nouveautés. L'intérieur de ces temples de la consommation impressionnait par ses proportions. Des allées interminables, des rayons à perte de vue, des gondoles débordant de produits. Les plafonds hauts où couraient des néons puissants créaient une atmosphère particulière, entre foire et caverne d'Ali Baba moderne. Le sentiment d'abondance y était permanent. Les enfants s'émerveillaient devant les présentoirs de bonbons vendus au poids. Les parents comparaient les prix des appareils électroménagers présentés en démonstration. Mammouth, c'était aussi un système de fidélité efficace. Les fameux points Mammouth collés sur des cartes en carton épais permettaient d'obtenir des cadeaux ou des réductions. Ces petites vignettes autocollantes faisaient le bonheur des enfants à qui l'on confiait parfois la mission de les coller soigneusement sur la carte familiale. Dans le même esprit de grandeur, mais avec une touche plus sophistiquée, continuant à marquer le paysage commercial français. Lancée à la fin des années 60, elle préfigurait les hypermarchés modernes. Ses vastes allées, ses parkings et son atmosphère presque américaine en faisaient une destination à part. Le nom même de l'enseigne évoquait l'immensité, la découverte, l'exotisme.
Les magasins Continent se distinguaient là par leur aménagement en univers thématiques. On passait du continent de l'alimentation à celui de la maison, puis à celui du jardin ou du bricolage. Cette organisation spatiale, novatrice à l'époque, rendait les courses plus ludiques, presque semblables à un voyage. Le logo bleu et orange, avec sa flèche dynamique, symbolisait cette idée de mouvement et d'exploration. Dans les allées de Continent, on trouvait souvent des présentations théâtralisées, un coin montagne pour les produits régionaux, une reconstitution de marché provençal pour les fruits et légumes, ou encore un espace cabane de pêcheurs pour le rayon poissonnerie. Ces mises en scène, qui nous paraîtraient là peut-être kitsch aujourd'hui, enchantaient alors les clients et transformaient le simple acte d'achat en expérience immersive. Pendant que ces géants occupaient le devant de la scène, d'autres enseignes, moins spectaculaires mais tout aussi importantes dans le quotidien des Français, traçaient leur route. Parmi elles, Record, un nom aujourd'hui presque oublié, mais qui a pourtant marqué les zones urbaines avec ses magasins ancrés dans le quotidien des familles. Record se situait à mi-chemin entre l'épicerie de quartier et le supermarché moderne. Ses pointes de vente de taille moyenne privilégiaient la proximité et la praticité. On s'y rendait plusieurs fois par semaine, souvent à pied. L'enseigne avait su préserver une dimension humaine, le directeur connaissait les clients réguliers, les employés étaient stables et devenaient dans des visages familiers. La disposition intérieure des magasins Record avait quelque chose de rassurant. Des rayons à hauteur d'homme, un éclairage doux, des sols en carrelage beige ou brun. L'ambiance sonore y était feutrée, ponctuée par le tintement discret des caisses enregistreuses mécaniques, puis, plus tard, par le bip caractéristique des premiers scanners optiques. Ce qui distinguait particulièrement Record, c'était son rayon boucherie-charcuterie traditionnel. Contrairement à d'autres enseignes qui commençaient à privilégier les barquettes préemballées, Record maintenait un véritable comptoir où officiaient des bouchers et charcutiers qualifiés. Cette approche artisanale au sein d'un commerce moderne fidélisait une clientèle attachée à la qualité et aux conseils personnalisés. À l'opposé de cette approche presque intimiste, Euromarché incarnait l'avant-goût du gigantisme qui caractérise aujourd'hui la grande distribution. Une ambiance lumineuse, des promotions impressionnantes et des rayons où tout paraissait neuf. Euromarché, c'était aussi une sortie en famille, une expédition du samedi qui pouvait durer plusieurs heures. Les magasins Euromarché se reconnaissaient à leur architecture extérieure caractéristique de grands cubes aux couleurs vives, visibles de loin, implantés à la périphérie des agglomérations. L'intérieur surprenait par ses volumes et sa modernité, les premiers escalators dans un commerce alimentaire, des caisses alignées comme un peloton discipliné, des panneaux indicateurs suspendus au plafond pour se repérer dans ce labyrinthe de la consommation. L'innovation était au cœur de la stratégie d'Euromarché. L'enseigne fut parmi les premières à proposer des têtes de gondole spectaculaires, ces présentoirs en bout de rayon qui mettaient en avant les promotions. Elle expérimenta également les premiers libres-services pour les fruits et légumes, permettant au client de choisir et peser lui-même ses produits. Les parkings d'Euromarché méritent une mention spéciale. Immenses, quadrillés de lignes blanches fraîchement peintes, ils accueillaient les Simca 1100, Renault 16 et autres, Peugeot 504 des familles venues faire leurs courses. À la sortie, le coffre et la banquette arrière se remplissaient de sacs en papier craft renforcés, portant fièrement le logo de l'enseigne. Dans un registre plus urbain et plus modeste, Radar et Souma occupaient une place particulière dans le paysage commercial français. Moins imposants, mais très présents en ville, ces magasins avaient l'avantage de la proximité et d'une ambiance presque artisanale. Implantés souvent dans d'anciens commerces traditionnels réaménagés, ils conservaient une échelle humaine qui rassurait. Chez Radar, les rayons étaient serrés, l'espace optimisé au maximum. On s'y faufilait entre les présentoirs, se saluant entre voisins au détour d'une allée. Le personnel, souvent recruté localement, connaissait les habitudes de chacun. Suma, de son côté, se distinguait par ses produits régionaux et son ancrage territorial fort. Dans le sud-ouest, on y trouvait des producteurs locaux mis à l'honneur. Dans l'est, les spécialités alsaciennes occupaient une place de choix. Cette adaptation au terroir faisait de chaque magasin Suma un lieu unique, loin de la standardisation actuelle. Ces enseignes, grandes ou petites, partageaient certains traits communs qui définissaient de l'expérience du supermarché à la française dans ces décennies d'après-guerre. Les produits d'époque qu'on y trouvait évoquent pour beaucoup d'entre nous un monde disparu. Les boîtes de conserve au graphisme coloré, les premiers yaourts en pot de verre consignés, les jouets exposés à Noël. Chaque produit racontait une histoire. Les emballages d'alors méritent qu'on s'y attarde. Moins normés qu'aujourd'hui, ils rivalisaient non pas d'originalité pour attirer l'œil. Des couleurs vives, des illustrations parfois naïves, des polices de caractère fantasques. Les marques françaises comme Lustucru, Amora, Rivoire et Carré, Panzani ou Lu développaient des identités visuelles fortes.
immédiatement reconnaissables. Les produits s'exposaient différemment aussi. Les piles de boîtes savamment arrangées formaient des pyramides instables que les enfants lorgnaient avec envie et que les parents redoutaient de voir s'effondrer au moindre frôlement. Les sacs de légumes secs présentés ouverts, laissant voir et toucher lentilles, haricots ou pois chiches. Les biscuits vendus au poids dans de grands tonneaux en plastique transparent d'où s'échappait un parfum sucré irrésistible. Et que dire des premiers produits surgelés alors considérés comme le summum de la modernité ? Conservés dans des armoires réfrigérées aux portes coulissantes embuées, ils promettaient une révolution culinaire des petits pois disponibles en toute saison, des frites prêtes en quelques minutes, des glaces aux parfums variés. Ces trésors froids fascinaient particulièrement les enfants qui aimaient ouvrir les portes givrées pour ressentir le souffle glacé qui s'en échappait. L'agencement intérieur de ces magasins créait une atmosphère bien particulière, une esthétique chaleureuse, aujourd'hui disparue. Sols carrelés, éclairage doux, rayonnage en bois ou en métal peint. Rien à voir avec la froideur des surfaces actuelles, les supermarchés des années 60 et 70 jouaient sur une palette de couleurs chaudes, orangé, marron, jaune moutarde. Ces teintes, aujourd'hui considérées comme démodées, créaient alors une ambiance enveloppante, presque cocooning. Les comptoirs réfrigérés, avec leurs façades en formica, leurs angles arrondis et leurs vitres légèrement bombées, avaient une présence rassurante. Les étiquettes de prix, écrites à la main ou tamponnées, témoignaient d'une attention artisanale. Les panneaux indicateurs suspendus au plafond, souvent en plastique coloré avec des lettres en relief, guidaient le client tout en ajoutant une touche de gaieté. Même les éléments les plus fonctionnels participaient à cette ambiance spécifique. Les chariots métalliques et les paniers en plastique rigide faisaient partie intégrante du rituel des courses. Lourds, bruyants, mais presque indestructibles, ils accompagnaient fidèlement les clients dans leur parcours. Les chariots, avec leur structure entièrement métallique, produisaient un concert de grincements caractéristique au moindre mouvement. Les enfants s'y asseyaient ou s'y tenaient debout aux grandes dames des parents, transformant la corvée des courses en promenade ludique. Les paniers, quant à eux, étaient de véritables instruments de musculation. En plastique dur aux couleurs vives, rouge, vert ou bleu, ils se remplissaient rapidement et mettaient à l'épreuve les biceps des clients. Ces accessoires robustes, conçus pour durer, contrastent avec leurs équivalents contemporains, plus légers mais aussi plus fragiles. Une dimension souvent oubliée de ces lieux était leur paysage sonore. L'ambiance sonore des supermarchés d'antan composait une véritable symphonie du quotidien. Le son des roulettes sur le carrelage, les annonces au micro et parfois une musique d'ambiance discrète créaient une bande-son immédiatement identifiable. Le grincement des chariots formait un fond sonore constant, ponctué par le cliquetis mécanique des caisses enregistreuses. Les annonces au micro constituaient un élément central de cette atmosphère. Quant à la musique diffusée, elle se voulait apaisante et discrète. Des instrumentaux doucereux, souvent des versions édulcorées de succès populaires, flottaient dans l'air. Cette musique d'ambiance, que l'on remarquait à peine consciemment, participait pourtant grandement à l'identité sensorielle de ces lieux. Au cœur de cette expérience se trouvaient des figures essentielles, les caissières. En tablier ou blouse, elles incarnaient la rigueur et la bienveillance. Certaines étaient connues de tout le quartier. À une époque où les caisses n'étaient pas encore informatisées, leur travail relevait d'une véritable expertise. Calculer rapidement, connaître les prix par cœur, manier avec dextérité la lourde caisse enregistreuse mécanique, autant de compétences qui forçaient dans le respect. Les caissières, car c'était alors un métier presque exclusivement féminin, portaient des uniformes qui variaient selon les enseignes. Blouse rose chez Prise Unique, tablier bleu chez Mammouth, gilet orange chez Continent. Ces tenues, souvent complétées par un badge nominatif, participaient à l'identité visuelle du magasin tout en conférant une autorité discrète à celle qui les portait. La relation avec les caissières dépassait souvent le simple échange commercial. Elles connaissaient les habitudes des clients réguliers, s'enquéraient des nouvelles de la famille, gardaient parfois un article sous leur comptoir pour une cliente fidèle. À Noël, il n'était pas rare qu'elles reçoivent de petites attentions, chocolat, bouteilles de vin, en remerciement de leur gentillesse tout au long de l'année. Dans ce monde pas si lointain mais définitivement révolu, la communication commerciale empruntait des voies aujourd'hui délaissées. Les catalogues papier et les offres du mois distribuées dans les boîtes aux lettres étaient attendus avec impatience par toute la famille. Ces prospectus, imprimés sur un papier relativement fin, aux couleurs parfois approximatives, constituaient de véritables événements éditoriaux. Feuilletés à la table du dîner, commentés et annotés, ces catalogues nourrissaient les rêves d'acquisition et permettaient de planifier les achats importants. Les enfants y repéraient les jouets convoités, les parents calculaient les économies potentielles, les grands-parents s'étonnaient des nouveautés proposées.
un rituel familial qui contribuait à faire de la consommation une affaire collective. Ces catalogues suivaient généralement le rythme des saisons et des temps forts commerciaux. Le catalogue de la rentrée, celui de Noël, celui des soldes d'hiver ou d'été, chacun avait sa personnalité, son épaisseur, ses codes graphiques. Les photographies, souvent posées et légèrement artificielles, montraient des familles idéales utilisant les produits vantés avec un enthousiasme non dissimulé. Cette dimension familiale se retrouvait dans l'expérience même des courses. La sortie au supermarché constituait un véritable événement familial. Ce n'était pas une corvée, on s'y rendait en famille, souvent le samedi, parfois même le dimanche matin, avant la messe. La voiture garée non sans fierté sur le vaste parking, toute la famille entrait dans le magasin, suivant un parcours souvent ritualisé. Le père poussait généralement le chariot, la mère établissait la stratégie d'achat, consultant sa liste soigneusement préparée. Les enfants participaient à leur manière, envoyés en éclaireur pour repérer un produit, autorisés parfois à choisir un petit plaisir, gardien vigilant du chariot, pendant que les parents hésitaient entre deux marques. Cette orchestration familiale transformait une nécessité pratique en moment de vie collective. Les fêtes calendaires donnaient lieu à des mises en scène particulières qui renforçaient encore cette dimension événementielle. Les fêtes dans les rayons transformaient périodiquement l'atmosphère des magasins. À Noël ou à Pâques, les rayons se métamorphosaient guirlandes suspendues, stands de jouets, ambiance bon enfant. Ces décorations, qui nous paraîtraient sans doute kitsch aujourd'hui, émerveillaient alors petits et grands. À Noël, certains magasins installaient même un trône pour le Père Noël qui recevait les enfants le mercredi ou le samedi. File d'attente interminable, enfants intimidés, parents attendris, ces moments ritualisés participaient à la magie de la période. Les décorations, souvent fabriquées en papier crépon ou en carton par les employés eux-mêmes, transformaient les rayons austères en univers féerique. À Pâques, c'étaient des lapins géants en carton qui accueillaient les clients ou des arrangements de fleurs printanières qui égayaient les entrées. À la rentrée scolaire, des cahiers et des crayons surdimensionnés signalèrent de loin le rayon papeterie temporairement étendu. Ces transformations saisonnières, réalisées avec des moyens souvent modestes mais beaucoup d'imagination, créaient des repères temporels pour les familles. Dans cette relation particulière entre le magasin et ses clients, les employés jouaient un rôle central. Les employés polyvalents de ces enseignes n'étaient pas de simples exécutants anonymes, ils connaissaient les produits, aidaient volontiers à porter les sacs ou donnèrent des conseils. Un autre rapport aux clients s'établissait, fait de proximité et de confiance. À cette époque, la spécialisation n'était pas aussi poussée qu'aujourd'hui. Le même employé pouvait, dans la même journée, réapprovisionner un rayon, conseiller un client sur un produit, aider à emballer les achats en caisse et parfois même accompagner une personne âgée jusqu'à sa voiture avec son chariot plein. Cette polyvalence créait un lien particulier avec la clientèle. La formation se faisait essentiellement sur le terrain, par compagnonnage. Les anciens transmettaient aux nouveaux les ficelles du métier, les habitudes des clients réguliers, les spécificités des produits. Cette transmission orale des savoirs et des pratiques contribuait à forger un esprit d'équipe et une culture d'entreprise forte, propre à chaque enseigne. Les relations de fidélité se construisaient aussi à travers des systèmes aujourd'hui disparus. Les cartes de fidélité en carton perforé ont précédé nos applications mobiles et cartes magnétiques. Simples mais efficaces, elles donnaient droit à des réductions ou des cadeaux une fois complétés. Ces rectangles de carton épais, soigneusement rangés dans le portefeuille, matérialisaient le lien durable entre le client et son magasin préféré. Le principe était d'une simplicité enfantine, un tampon ou une vignette autocollante à chaque passage en caisse, et une fois la carte remplie, un avantage concret. Selon les enseignes, il pouvait s'agir d'une réduction sur le prochain achat, d'un cadeau à choisir dans un catalogue spécifique ou d'un accès à des ventes privées. Ce système rudimentaire mais efficace fidélisait la clientèle tout en lui procurant la satisfaction d'accumuler visiblement ses points. Ces points de contact multiples entre l'enseigne et ses clients se manifestaient également dans l'espace public à travers une communication visuelle mémorable. Les enseignes lumineuses et les slogans qui restent gravés dans les mémoires participaient pleinement à l'identité de ces marques. Mammouth écrase les prix, Prise unique, le bon choix, des phrases qui faisaient partie du paysage sonore et visuel des années 70 et 80. Ces enseignes lumineuses, souvent en néon, illuminaient les abords des magasins et constituaient des points de repère urbains. Rouge pour Prise unique, bleu pour Suma, multicolore pour Continent, ces signatures lumineuses transformaient le paysage nocturne des zones commerciales et des centres-villes. Certaines enseignes particulièrement imposantes sont devenues de véritables emblèmes locaux, commentés et appropriés par les habitants. Quant aux slogans, ils résonnent encore dans la mémoire collective.
Simple, efficace, souvent rythmé ou rimé, il s'appuyait sur des mélodies accrocheuses ou des formules choc pour s'implanter durablement dans l'esprit du public. Ces phrases publicitaires diffusées à la radio, à la télévision ou sur les catalogues finissaient par faire partie du vocabulaire quotidien, utilisé parfois de manière détournée ou humoristique dans les conversations. Pourtant, malgré cette présence forte dans le paysage commercial et culturel français, ces enseignes ont progressivement disparu. Fusion, rachat, disparition progressive. La concentration du secteur a tué la diversité qui caractérisait cette époque. Les années 90 ont vu s'accélérer un mouvement de consolidation impitoyable qui a fait disparaître nombre de ces noms familiers. Les raisons de cette évolution sont multiples. Certaines enseignes n'ont pas su s'adapter à l'évolution des modes de consommation, d'autres ont souffert d'une gestion financière hasardeuse. Mais le facteur déterminant reste la concentration économique du secteur, dominée par quelques groupes de plus en plus puissants qui ont progressivement absorbé les acteurs de taille moyenne. Ainsi, Mammouth a été racheté par Auchan, Euromarché a fini dans le giron de Carrefour, tandis que Suma et Radar disparaissaient simplement du paysage, leurs magasins repris par des concurrents ou reconvertis à d'autres usages. Prise Unique a résisté plus longtemps avant d'être absorbé par les Galeries Lafayette, puis de voir son nom s'effacer définitivement en 2003, après plus de 70 ans d'existence. Cette disparition progressive a entraîné une uniformisation du paysage commercial français. Ce qu'on a perdu avec la disparition de ces enseignes dépasse largement la simple diversité économique. Une ambiance, un lien humain, une variété de choix, une personnalité. Aujourd'hui, tout semble interchangeable d'un bout à l'autre du territoire. La standardisation des espaces commerciaux a fait disparaître ces ambiances particulières qui caractérisaient chaque enseigne. D'un hypermarché à l'autre, les différences sont désormais minimes, mêmes allées interminables, même éclairage cru, même présentoir standardisé. L'individualité de chaque chaîne s'est diluée dans une conception fonctionnelle et uniforme de l'espace commercial. Le rapport humain s'est également transformé. La rotation rapide du personnel, sa spécialisation croissante et la réduction des effectifs ont distendu le lien qui unissait autrefois le magasin à sa clientèle. La relation personnalisée, faite de reconnaissance mutuelle et d'habitudes partagées, a cédé la place à des échanges plus anonymes, plus fonctionnels, mais aussi plus pauvres en contenu émotionnel. Ces enseignes ne reviendront pas, mais elles vivent encore dans les mémoires et parfois dans les archives, les films ou les photos fanées. Quand un ancien catalogue refait surface dans un grenier, quand un plan de ville des années 70 montre l'emplacement d'un Prise Unique aujourd'hui disparu, c'est tout un monde qui réapparaît brièvement. Ces fragments de mémoire commerciale nous rappellent une époque où consommer n'était pas qu'un acte économique, mais une expérience sociale, sensorielle, presque culturelle. Une époque où chaque enseigne avait sa personnalité propre, son public fidèle, son ambiance particulière. Ces magasins disparus nous rappellent que derrière l'uniformité apparente du présent se cache une diversité passée, riche d'enseignements pour qui sait l'interroger. Alors, si ces noms, Prise Unique, Mammouth, Continent, Record, Euromarché, Radar, Suma, évoquent pour vous des souvenirs précis, des sensations oubliées, des moments de vie partagés, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de Français gardent en mémoire ces temples de la consommation ordinaire, ces lieux où se jouait jour après jour la grande et la petite histoire du pays.